L'idée, c'est donc des territoires, comme on dit dans les langages, on va dire, juridico-politiques péruviens, c'était d'établir de grands territoires intégrales, hein, donc, par groupe ethnique, pour dépasser en fait la faible capacité de négociation que les communautés telles qu'elles étaient reconnues par l'État, donc péruvien, pouvaient donc faire face, par exemple, à des actions des compagnies pétrolières, minières ou autres, en fait. Et donc, c'était quelque chose qu'on a commencé avec Pedro Garcia Hierro, c'était les juristes. Et l'idée, c'était donc de faire des travaux qui avaient trois dimensions. Il y avait un travail de géoréférenciation de territoire. Donc il y avait des spécialistes qui se déplaçaient sur la région et faisaient des assemblées pour délimiter un peu le territoire, pour établir les limites avec des populations, des peuples voisins, toujours difficile. Et donc, il faisait un tour de périmètre il prenait donc des références satellitales en fait, donc de tous les périmètres du territoire. Et tous ces périmètres, comme je disais, étaient en quelque sorte validés par des assemblées, parfois interethniques, où on se mettait d'accord sur les limites. Donc ça, c'était en partie du travail. La deuxième partie du travail, c'était une étude, un rapport anthropologique. Donc c'est là que j'ai participé, donc, comme les organisations indigènes qui étaient à l'origine de ce travail. Vous me connaissez, ça faisait déjà un moment que j'ai travaillé avec eux. Donc ils m'ont demandé d'organiser des équipes pour faire ces travaux. Et donc, pour les Kandoshi, je l'ai fait moi toute seule parce que j'avais des données suffisantes. Mais je l'ai fait aussi pour les Chapra, là ça ne posait pas de problème, c'est un groupe que je connaissais très bien aussi parce que ce sont très proches des Kandoshi. Mais pour les Chihuilo, les Shawi, les Awahun, les Wampis, en total ça fait 6, pour ces autres groupes, je n'avais pas de terrain suffisamment long qui pouvait me permettre, disons, établir un rapport sur l'identité de ces différents groupes. Donc j'ai contacté des doctorants qui étaient sur place, avec lesquels j'ai établi des collaborations. Et donc on a fait ces rapports pour tous ces groupes-là. Et donc ça m'a permis en fait donc de faire des terrains, pas seulement chez les Kandoshi, mais aussi dans toutes ces autres populations. Et donc actuellement, on a fait les rapports, hein, on a fait les rapports. Et donc ces rapports pour chacun de ces groupes devaient permettre que les juristes associer les travaux topographiques avec les rapports topographiques avec les rapports anthropologiques pour faire une espèce de demande d'ordre juridique qui commençait par dire voilà, ces peuples existent, occupent ces surfaces de terre et se dirigent en fait aux instances nationales et internationales pour demander des droits territoriaux, etc. Donc ça c'était un accord avec des instruments multilatéraux, juridiques multilatéraux qui existent comme la Convention 169 ou les déclarations de 2007 des Nations Unies sur les peuples autochtones. Donc évidemment l'État n'est pas très content et puis apparemment n'a pas reçu de façon officielle ces documents qui ont été envoyés en fait
à ce moment. Mais comme la politique, enfin les stratégies juridiques, c'est que de toute manière, c'est un droit acquis parce que c'est des conventions internationales, etc., qui font partie de la Constitution. C'est pas finalement même pas nécessaire que l'État le reconnaisse. Donc du coup, ils ont continué en fait. Et là, a commencé une deuxième phase à laquelle je n'ai pas participé directement, qui consiste à créer des systèmes de gouvernance de ces territoires en fait. Donc il y a déjà 2-3 One Piece qui ont créé un système de gouvernance en fait avec des caméras enfin, parlementaires, on va dire, etc., qui gèrent en fait ces territoires qui ont été autodéclarés comme territoire voilà, ethnique. Donc évidemment, tout ça a signifié pour moi une source de réflexion importante parce que ça m'a permis de faire des terrains en fait dans d'autres populations voisines des Kandoshi. Donc j'ai ajouté des expériences de terrain à celles qui étaient l'originale. Bien sûr, toutes ces populations se rassemblent et se différencient de telle façon que ça permet vraiment de faire un travail d'anthropologie micro-comparative très intéressant. Parce que bon, ils sont tous similaires, mais en réalité très différents aussi par des différentes raisons en fait. Et ça m'a permis aussi, bien sûr, de continuer à réfléchir sur les rapports entre anthropologie et droit, qui sont très intéressantes. Lorsqu'on a fini la première travail, enfin le premier dossier en fait de titulation intégrale qui a été celle de Kandoshi 2007, avec Pedro Garcia, donc l'avocat qui a travaillé, on a publié un livre, Antropología de un derecho, où on montrait finalement que les droits au territoire, selon les nouvelles dispositions internationales, c'était un droit de l'homme en fait, un droit fondamental. Donc en réalité, si on voit l'évolution des droits des peuples autochtones, on voit qu'ils ont passé de la OIT, donc de l'Organisation internationale du travail, au niveau supérieur, c'est le système des droits de l'homme des Nations Unies. Donc là, on est vraiment dans la, on va dire, au niveau des droits fondamentaux, en fait. Donc c'est pour ça que aujourd'hui, un droit collectif, comme les droits d'un peuple ou d'un territoire, peut être considéré un droit fondamental et auquel toute population a droit. Donc, sur la base de cette idée, donc, toute la stratégie se fonde sur cette idée, toute la stratégie territoriale de ces populations. Et donc, on a fait ce premier livre qui devait être, enfin, c'est ce livre qui reprenait cette expérience première à forme comme une espèce de manuel pour d'autres expériences. Et en fait, on a répliqué la même dans d'autres populations. Et je crois qu'il y a d'autres populations d'autres parties de l'Amazonie péruvienne où ça continue à se faire. Et donc, mais bon, tout ça, je disais, a donné, pour moi, ça a signifié donc continuer voilà, une source d'expérience importante et aussi de réflexion analytique en anthropologie. Et donc, j'ai essayé de. Voilà, j'ai publié différents articles et donc. Et sur ces sujets, un article le plus récent peut-être, c'était un article publié à How, n'est-ce pas, ça s'appelle Human Rights for the Human, et que, en fait, justement, reprend cette expérience, mais pour en faire un objet de réflexion strictement anthropologique. Et c'est la différence entre deux de ces populations qui ont été l'objet de ces études. C'est donc les Kandoshi, qui sont une population classique, on va dire, pour les droits internationaux des peuples autochtones, une population plus ou moins isolée, qui parle que le Kandoshi, ou pratiquement que le Kandoshi, qui ont un système d'occupation de l'espace très aussi
autochtones, etc. Et une autre population, enfin un autre peuple, c'est les Chihuilos, qui en fait c'est un peuple qui a été très tôt contacté par les missionnaires jésuites en fait au XVIIe siècle et qu'ils ont reproduit en fait dans leur système, même lorsque les missionnaires sont partis avec l'expulsion des jésuites, etc., ils ont maintenu un système de vie en village en fait. Donc ils ont un territoire assez vaste aussi, mais ils vivent tous concentrés dans un village, hein, même si ce village n'a pas un sens point de vue aujourd'hui économique, comme le reste des villages amazoniens qui apparaissent et disparaissent en fonction des conjonctures économiques, etc. Là, c'est un village qui persiste. Et en fait, il persiste parce qu'en réalité, c'est un village monoethnique qui est en fait la perpétuation de la mission, la déréduction jésuite à la région. Donc du coup, la question qui s'est posée, c'est comment on peut, avec des juristes, avec Pedro Garcia, comment on peut soutenir une demande de droit territorial de ces populations, d'une population telle que la Chihuilo, qui a toute l'apparence d'être un village colon, métis en fait. Ils habitent, et en fait, on voit très bien qu'en réalité, et c'est ça que j'ai essayé d'explorer dans cet article, en réalité, la déclaration des droits des peuples autochtones de 2007, c'est très important finalement pour la déclaration, ce que la déclaration appelle la spiritualité ou quelque chose comme ça, et qui finalement c'est à la base, en fait, c'est la façon dont la déclaration trouve pour essayer de définir finalement qu'est-ce que c'est un peuple autochtone vis-à-vis d'autres peuples, par exemple paysans qui peuvent vivre à côté. Et donc, qu'est-ce que c'est un peuple autochtone? Finalement, c'est un peuple avec une relation spirituelle spéciale au territoire, et c'est l'anthropologie, tout se décrit, c'est l'animisme en fait. Ces rapports animistes au territoire, c'est ça qui fait en fait ces relations privilégiées, spéciales au territoire, qui permet donc d'être considéré peuple autochtone et du coup jouir des droits que la déclaration des droits des peuples autochtones octroie aux populations autochtones. Donc du coup, voilà, ça c'est ce type de réflexion, que ce travail de longue haleine que j'ai commencé en 2007 et que j'ai fini en 2012 sur le terrain, m'a permis par la suite de continuer à développer. Et j'ai les projets, mais ça sera un peu plus tard, de réunir tous les résultats, toutes les données que j'ai obtenues dans ces travaux de terrain dans différentes populations de la même région. Et j'ai un projet, bon, j'ai pas trop avancé, de faire une espèce de d'anthropologie régionale comparative. Bon, il faut encore penser comment je vais organiser ça, mais c'est une espèce de travail comme ça. J'ai des données pour ça et je pense que oui, ça pourrait être intéressant. Sinon, disons, tout ça aussi, il y avait notre aspect, tous ces travaux sur les questions des territoires, etc., notre aspect auquel je me suis intéressé sur moins la question juridique que la question strictement politique, c'est-à-dire de nouvelles formes de faire la politique des populations autochtones. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai travaillé plutôt comme animateur de la recherche que comme auteur, on va dire. Et en fait, j'ai été donc 2 ans à l'Institut français d'études andines, à Lima. Et c'est là que j'ai commencé à organiser un groupe de recherche international sur la question, la nouvelle forme d'expression politique des peuples autochtones de l'Amazonie andine.
Et donc c'était un projet de collaboration internationale entre les universités françaises, Nanterre et l'ELAS, enfin ici à l'école, et quelques universités au centre de recherche de l'Amérique andine, donc la Flaxo de l'Équateur, l'Université nationale de Colombie et la Pontificia Universidad Católica del Pérou. Et donc c'est un projet qui permet de se réunir tous les ans, une ou deux fois, pour réfléchir à ces nouvelles formes d'expression de politique. Ça m'a intéressé aussi pour permettre à mes étudiants, qui sont tous très intéressés pour ça, en fait, il y a tout un... Bien sûr, si tu vas sur le terrain aujourd'hui, c'est pas comme aller sur le terrain à l'époque où je suis allé la première fois. On découvre en fait une importance très grande de ces organisations, ces nouvelles formes de faire la politique. Donc c'est normal qu'ils s'intéressent à ça. Et donc pour moi, ces projets que j'ai animés, c'était pas mal orienté aux étudiants de mes doctorants et d'autres doctorants de la place parisienne, pour permettre d'explorer et connaître aussi l'anthropologie telle que se fait dans des pays andins. Et donc, dans ces cadres, on a produit différents ouvrages, en fait, plusieurs numéros de revues, etc., sur ces sujets toujours, sur ces aspects de ces sujets. On a fait, par exemple, Apus Cartiques y Presidentes, c'est un livre où on aborde surtout différentes formes de relations de ces nouvelles organisations indigènes, ces nouvelles formes de faire de la politique avec l'État, différents niveaux de l'État, avec la géographie de l'État. En fait, on voit comme ces organisations suivent en fait les différents niveaux d'organisation de l'État par province, par région, donc enfin, voir un peu les rapports de la nouvelle politique autochtone avec l'État. Et on a publié, là il y a en publication, sous presse, il y a aussi par exemple, les rapports entre évangélisation protestante surtout et nouvelles formes d'organisation politique, c'est un rapport très important. Et puis voilà, d'autres travaux qui sont en cours parce que, en fait, ces premiers groupes de recherche ont donné lieu à une autre initiative qui vient de commencer, qui est encore plus ambitieuse. Et c'est un projet ANR, qu'on appelle ici en France, c'est un projet un peu plus important que le groupe de recherche international, et qui concerne aussi le Brésil. Donc là, c'est une collaboration au niveau de toute l'Amazonie, pour réfléchir avec des collègues brésiliens, et pas seulement des pays andino-amazoniens, la question de nouvelles formes d'expression politique, de représentation politique des autochtones. Et ça va donner, j'espère, lieu à d'autres publications. Et donc, voilà, ça c'est encore un des conséquences, en fait, de ces premiers premiers contacts avec les organisations que j'ai eues il y a donc déjà plusieurs décennies, en fait, au début des années 90. Et qui perdure et que je pense qu'aujourd'hui je suis arrivé quand même à en faire quelque chose d'assez intégré avec le reste des éléments ou des préoccupations de recherche que j'ai, comme l'affectivité. Parce que finalement, le point de contact avec l'un et l'autre, c'est que derrière le droit, en fait, derrière la notion de sujet de droit, par exemple, il y a quand même une réflexion, un débat d'ordre ontologique fondamental. Hein, qu'est-ce que c'est voilà, et que ces débats sur les ontologiques, sur les droits, donc
a une dimension très, disons, réelle sur l'arène politique hein, de tous les jours, hein, mais aussi à un côté très réflexif et très théorique, et qui nous amène justement à ces sujets de droit classiques, qui est celui capable d'avoir une vision rationnelle, entre guillemets, et la raison, on le sait très bien, c'est quelque chose qui a été toujours au service en fait, de l'expansion coloniale en fait, européenne, et jamais en bénéfice des populations autochtones qui ont suivi en fait. Et donc là on trouve dans cette opposition raison et affect qui m'intéresse, on trouve en liaison avec le reste des activités d'ordre politique et juridique que j'amène aussi en même temps et au même moment.